Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ces lectures que j'ai pu faire au mois de mars. Il y a 4 livres que je vais chroniquer avec vous aujourd'hui, dont 3 où ce sont des contemporains et le dernier qui est un petit peu de l'anticipation, dystopie, science-fiction, qui est un service presse. Et nous allons commencer avec Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous y suivons 3 points de vue différents. Iris a 33 ans qui trimballe toute sa vie dans une simple valise. Théo qui a 18 ans ne se lance pas dans des projets ni des rêves parce que pour lui toujours tout se brise autour de lui. Et Jeanne a 74 ans qui regarde sa vie maintenant dans son rétroviseur. Évidemment, nos 3 personnages vont se rencontrer, se retrouver par hasard, et surtout malgré eux dans une colocation dont ils ne pensaient pas qu'elle allait se dérouler ainsi. Et c'est le début de cette histoire inattendue, de ces 3 rencontres solitaires qui se percutent, et de cet avenir à vivre ensemble. J'ai beaucoup aimé cette lecture, encore une fois c'était du Virginie Grimaldi, donc c'était frais, c'était doux, c'était nostalgique, c'était un peu doux amer, encore une fois. On a nos personnages qui fuient une situation ou qui sortent d'une situation pas forcément facile et qui pour autant savent nous toucher, savent nous émouvoir et ne se plaignent pas, ne sont pas à juste rester sur leur situation et se plaindre et ça va pas, oui mais ça va pas. Non, ils essayent d'aller de l'avant même s'il y a des choses qui les rattrapent. On voit que nos personnages ont envie d'évoluer. Tout ça au travers de leurs rencontres, parfois malgré eux. J'ai pas grand chose à en dire si ce n'est qu'encore une fois nos 3 personnages sont vraiment très touchants, que j'ai beaucoup aimé. Jeanne qui a 74 ans est pleine de surprises et que lorsque parfois on n'arrive pas à trouver le bout du tunnel tout seul, on a souvent besoin d'être aidé. Mais ne serait-ce qu'une petite graine qui va être plantée par quelqu'un, parfois d'inconnu, va nous faire germer l'idée et l'avenir qui nous permet ensuite de voir la lumière. Encore une fois, c'était une lecture pour moi assez simple, entre guillemets, fluide. C'est pas, je pense, dans ce que je retiendrai le plus de cet auteur, mais encore une fois, j'ai passé un très bon moment et c'est tout ce que je demande quand je me lance dans ces romans-là. On continue avec Donne-moi le monde de Lloyd Jones, publié aux éditions Michel Lafon, et dans cette histoire, nous y suivons une femme, seule, sur une plage de Sicile, qui traverse la Méditerranée pour retrouver son fils avec rien de plus qu'un pochon en plastique contenant un couteau et une tenue de son travail. Elle veut retrouver son fils qu'on lui a enlevé seulement quelques jours après sa naissance. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un récit poignant, de l'amour qu'une mère va porter à son enfant, du lien entre les deux. Alors oui, certes, on le voit. Et en fait, c'est pas là-dessus que se concentre le principal de l'histoire. On y suit tout son cheminement, en fait, mais de divers points de vue. C'est-à-dire qu'on voit pas le sien, mais on va avoir une suite de témoignages de tous nos personnages qui l'ont rencontré tout au long de son périple. Et donc, on va avoir vraiment des versions différentes de certaines personnes qui la voient comme ça, une femme froide, une femme, on voit qui est tiraillée, on voit que... Enfin voilà, vraiment plein de situations, de plein de gens qui l'ont rencontré de manière très très différente, pour une durée tout aussi différente, parfois juste une journée, parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ce n'est qu'à la fin, quand notre femme, on la retrouve à un certain endroit, je peux pas vous dire où, pareil, ça j'ai pas trop compris pourquoi elle y était, enfin bon bref, mais on voit son point de vue à elle à la fin, avec sa version des faits. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir à quel point une histoire peut avoir multiples facettes suivant qui nous la raconte avec son point de vue. Ce n'est pas mentir ou enjoliver la réalité, parfois si. On le voit par exemple dans ce livre-là où il y en a certains qui omettent des détails intentionnellement, ou qui accentuent certains autres pour aller en leur faveur. Mais le cœur de l'histoire est toujours là et on y suit parfois des points de vue où non, il s'est pas du tout passé ça et moi je l'ai pas fait dans ce but là même si elle l'a pris pour ça, et ça peut changer tout un point de vue de l'histoire et du coup c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Au-delà de l'histoire en elle-même de cette mère avec son fils, c'est de voir à quel point un point de vue qui raconte une histoire peut interpréter, nous donner une facette, une vision et surtout une manière de découvrir notre protagoniste. Parce qu'on a l'impression en fait que du coup il y a plusieurs protagonistes, plusieurs femmes qui recherchent cet enfant alors que non, elle est toute seule. Mais suivant comment elle a rencontré les autres personnages et suivant comment les autres la voient, ça peut parfois changer son caractère et la façon dont nous on l'aperçoit. Pareil, à la fin elle se retrouve dans un endroit, j'ai pas trop compris pourquoi. Alors ça nous est expliqué, et du coup quel était le but à ça, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais bon. En tout cas j'ai bien aimé cette histoire par rapport à ces multiples points de vue où justement on voit qu'une histoire racontée par plusieurs personnages, par plusieurs personnes, peut avoir différentes versions. Bon, petite parenthèse puisque vous voyez que je ne suis pas du tout pareille que pour le reste de la vidéo, tout simplement parce que je dois refilmer une partie pour un livre. Donc je vais vous parler maintenant du livre Une mécanique irréversible. C'est écrit par Geoffroy Michel et c'est publié en auto-édition. Climat, autocratie, conflit, et si l'humanité était prise dans un engrenage qu'elle a elle-même engendré.
On est sur un roman de science-fiction post-apo qui mêle différents sous-genres avec une grosse partie, et ça il faut vraiment pour moi, en fait je dois vous le dire quand je vous parle du genre du livre, c'est que on a également une énorme part de politique et de géopolitique dans ce roman. Dans cette histoire on a donc différents points de vue, on suit l'histoire de différents points de vue, de différents personnages mais également qui vivent sur différentes planètes. Ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on suit autant des grandes figures politiques, des figures assez connues comme des personnages complètement lambda, voire inconnus dont on ne pense pas qu'il puisse exister. La question principale c'est comment peut-on en arriver là et surtout comment en est-on arrivé là avec, comme je vous ai dit, une base de géopolitique qui est très très présente. C'est pour le coup ce qui moi m'a fait décrocher assez rapidement du roman et la raison pour laquelle je dirais pas que je n'ai pas apprécié ma lecture mais que ça fait pas partie forcément de mes meilleures lectures tout simplement parce que c'est pas un genre qui me correspond. Si la géopolitique peut vous plaire, faut savoir qu'on a une base quand même qui est solide, qui est factuelle, qui est bien menée avec des personnages, des recherches où vraiment l'écrit est quand même assez recherché. C'est juste que voilà, moi la géopolitique c'est pas trop mon truc, mais il n'y a pas également que ce point là que je vais aborder évidemment pour vous parler de ce livre. Puisque concernant les personnages, pour moi il y en avait beaucoup, c'est-à-dire que bon, parfois je me suis un petit peu mélangée. Peut-être préférer que ceux qui soient au premier plan, on les suive plus dans leur vie d'à côté, que ce soit par exemple si on les suit beaucoup dans leur vie politique, qu'on les suive un peu plus dans leur vie privée, qu'on apprenne un petit peu plus à les connaître, auquel cas il aurait fallu mettre d'autres personnages un peu plus en second plan, un peu plus en arrière et moins les suivre, ou qu'ils aient une place moins importante dans l'histoire parce que selon mon point de vue, j'ai trouvé qu'on avait vraiment quand même beaucoup de personnages au premier plan. Par exemple, il y a un personnage que l'on suit énormément et ça j'ai beaucoup aimé sa place, c'est qu'on voit vraiment que c'est un peu le protagoniste de l'histoire. Il s'appelle Henry et il se réveille dans un vaisseau après avoir été endormi par le vaisseau, je sais plus, enfin c'est un sommeil un petit peu programmé. Il se réveille je ne sais plus combien d'années, de centaines d'années plus tard. Il se réveille dans un monde où la planète Terre n'est tout simplement plus habitable, sauf que lui il a des coéquipiers qui voyageaient avec lui, là il se retrouve complètement tout seul sur Mars. Et sa mission c'est un petit peu d'aller à la recherche de ses coéquipiers, et également de retrouver certaines ambitions, certaines valeurs humaines, tout au travers de l'histoire. Et c'est là qu'il fait des rencontres inattendues, voire des rencontres de descendance dont il ne soupçonnait même plus l'existence. On a une petite romance dans cette histoire qui pour moi ne m'a pas gênée parce que vous savez je suis un peu réfractaire aux romances, après ça dépend la place, comment elle est menée, etc. Là j'ai trouvé qu'elle était pas trop présente donc j'ai trouvé que c'était intéressant. De plus je trouve que cette romance elle consolide vraiment un lien puisque Henry, donc c'est Henry qui vit une romance, avec quelqu'un qu'il connaissait avant son sommeil, donc on a vraiment une relation qui n'est pas toute jeune, où il y a eu vraiment quand même des débuts de sentiments avant, donc j'ai trouvé ça intéressant parce que ça sort pas de nulle part, on se dit pas mais où est-ce qu'il a été pioché ça. Donc on a quand même un cheminement qui est fait par rapport à ça et même si elle n'était pas trop présente, je l'ai trouvé assez juste. Par contre là je dois l'admettre, il y a une figure politique, alors je ne dirais pas qui si le livre vous tente, mais où en fait dès qu'on sort du côté politique et qu'elle rentre chez elle, elle pense absolument à ce qu'elle va faire dans le lit ou pas, avec son partenaire et moi j'ai trouvé que c'était trop explicite, trop détaillé et très clairement vous le savez par rapport aux romances comment je suis et là vraiment j'étais là mais je m'en fous, vraiment je m'en fous là. Et du coup j'ai pas trop apprécié ce côté là où on avait un peu trop de détails, d'un personnage que personnellement je n'appréciais pas, enfin j'avais pas forcément d'attache avec ce personnage, donc franchement ce qu'elle avait en tête de faire avec son derrière, bah je vous avoue que ça m'a un peu freiné. Comme je vous ai dit, la géopolitique et moi ça fait 12, mais en tout cas ce qu'il faut quand même relever c'est qu'on a un côté politique qui est bien défini, politique, géopolitique, qui est très bien défini puisque en fonction des planètes sur lesquelles on se trouve, on a un parti politique qui est bien défini, avec des figures emblématiques, donc je savais que quand on retrouvait tel personnage on était sur telle planète avec tel parti, etc. Donc ça j'ai trouvé que c'était quand même bien fait au niveau de la jonction, au niveau voilà de... Enfin, tout n'était pas mélangé, même si c'est pas forcément un thème auquel j'accroche énormément. Rapidement, je vais parler également de l'intelligence artificielle, puisqu'on en a dans ce livre. On en parle très souvent dans les livres un peu futuristes. Là, je dirais que c'est pas forcément la place principale qu'occupe ce livre. On n'a pas l'intelligence artificielle qui est omniprésente, loin de là. Mais on en a une qui est abordée de manière positive, puisque c'est l'intelligence artificielle d'un vaisseau, où en fait elle va vraiment agir dans l'intérêt de nos personnages humains, qui va les aider, qui va vraiment être une partenaire de combat, une partenaire de guerre, qui va être une conseillère également. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir un petit peu le juste milieu que pourrait avoir une IA, sans être tout le temps dans l'extrême, donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, la place qu'elle avait, puisque
Voilà, on voit qu'elle intervient, on voit qu'elle est là, mais on voit que c'est pas elle qui a pris la place intégrante et la place vraiment omniprésente à la place de l'humain. Dans l'ensemble, s'il faut que je vous résume un petit peu tout ça, j'ai trouvé que c'était un tome 1 qui était bien mené, qui était intéressant, mais auquel j'ai eu du mal à m'accrocher étant donné le contexte géopolitique très très présent. Mais également, il faut l'avouer, la multitude des personnages qui ont fait que moi, vu que j'étais déjà pas trop dans le roman, tous les personnages ont fait que je me suis retrouvée un peu perdue à certains moments, mais voilà, où j'aurais aimé un peu plus de détails par-ci, un peu moins par-là, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais ça reste un tome 1 qui, si la thématique vous intéresse, peut franchement vous plaire. Et le dernier livre de ce mois de mars, il s'agit d'un coup de cœur, voire presque coup de cœur plutôt. La petite librairie de Riverside Drive, même si je trouve que le titre est à rallonge au possible. C'est écrit par Frida Skyback et publié aux éditions Charleston. Je l'avais récupéré chez quelqu'un de ma famille. Quand j'ai vu que c'était Charleston, qu'on parlait d'une librairie, il ne m'en a pas fallu plus parce que Charleston, ça a toujours été des excellentes lectures. Et là, on était sur une histoire d'héritage, de librairie. Voilà. Dans cette histoire, nous y suivons donc Charlotte qui vit complètement cloîtrée chez elle depuis l'accident qui a coûté la vie à son mari. Pour elle, elle était vraiment au bord du gouffre et elle a réussi à se retrouver un petit équilibre dans son quotidien, à vraiment se faire sa bulle de protection et elle ne veut absolument pas en sortir bien évidemment puisqu'elle a trouvé ce quotidien assez fragile pour le moment qui lui convient jusqu'au jour où elle reçoit l'héritage d'une librairie à Londres d'une tante, Sarah, qui lui est complètement inconnue. Quand elle l'apprend, elle se dirige donc vers Londres pour voir cette librairie mais surtout pour voir le notaire afin de signer les papiers de vente parce que pour elle impossible de changer son quotidien si parfaitement construit depuis cet accident qui vraiment a bouleversé sa vie, donc pour elle voilà, elle ne veut pas rebouleverser son quotidien et son équilibre tout juste retrouvé. Sauf que vous vous doutez bien quand elle arrive dans cette librairie, qu'elle y découvre les deux employés, qu'elle découvre la vieille librairie et toute son histoire qui a plus d'un siècle, les étagères en bois massif, le petit appartement de sa tante au-dessus de cette librairie, l'écrivain qui vit juste à côté et le chat assez ronchon. Vous vous doutez bien que finalement elle ne va pas rester insensible et se dire je vais rester un petit peu histoire de remettre la librairie sur pied. Et surtout elle va apprendre beaucoup de choses sur son passé, sur sa mère et sur des lettres qu'elle a retrouvées d'une correspondance entre sa mère et sa tante et pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais connu cette tante. Déjà ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on y découvre Charlotte qui ne connaît absolument rien au livre et qui n'a aucune référence de livre et donc au début on a une de nos employées qui la charrie un petit peu méchamment au début, qui lui en veut un petit peu de dire, qui dit clairement qui elle est, c'est peut-être devenu notre patronne parce que c'est sa librairie, mais elle ne connaît absolument rien au livre, donc c'est pas elle qui va nous expliquer comment on va faire pour vendre. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant de voir d'un côté cette employée qui elle connaît les livres, qui a toujours travaillé dans cette librairie et qui a une attache particulière à ce lieu et à cette défunte propriétaire, et donc qui en veut un petit peu à Charlotte d'arriver et de tout bouleverser. Et en même temps, le point de vue de Charlotte, qui juste voit cette librairie complètement en train de couler et qui veut essayer de la remettre un petit peu sur pied. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé. On a des personnages qui, eux-mêmes, les employés ont leur caractère, ont leur façon d'être. Ils sont bien décrits, ils sont vraiment bien creusés, ils ont leur histoire familiale derrière. J'ai beaucoup aimé l'humanité en chacun de nos personnages où ils vont justement s'entraider quand ils comprennent un peu les buts de chacun, qu'ils vont faire des concessions en se disant... Bon ok, calme-toi, t'es peut-être une tête de lard, mais là il faut que je l'aide. Chacun va avoir son idée pour mettre la main à la pâte, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. C'était plein d'humanité, c'était réaliste, c'était beau, c'était humoristique à souhait. Il y a une romance dedans, et moi qui grince un peu des dents quand il y a une romance, là j'ai beaucoup aimé la romance parce qu'elle était vraiment réaliste et bien amenée, franchement c'était pas gnangnan au possible. Ça ajoutait je trouve la petite touche qui manquait, enfin qu'il aurait pu manquer à ce livre. Et à notre personnage un petit peu secoué et complètement chiffonné par le passé. Bien évidemment, on y suit une double temporalité. Pour le coup, j'ai un petit peu moins aimé me retrouver dans cette deuxième temporalité du passé, où l'on y suit donc Sarah et la mère de Charlotte, donc Sarah qui est la sœur, enfin la tante de Charlotte, donc on va dire Sarah et sa sœur. C'est pas qu'on n'en apprenait pas, parce qu'on a appris en fait du coup toute l'histoire, tout le passé de cette famille. Mais je sais pas, j'ai moins accroché cette double temporalité là que peut-être d'autres où j'adorais et j'avais qu'une envie, c'était de me retrouver dans le passé. Là non, j'aimais bien rester dans le côté présent et le passé était vraiment là je trouve pour apprendre l'histoire familiale, mais j'avais moins d'accroche à la deuxième temporalité, mais je l'aimais dans le sens où on allait apprendre, mais pas dans le sens sentimental où j'ai une attache particulière avec les personnages. Ça reste quand même une excellente lecture puisque je vous dis qu'il frôle le coup de cœur. Je vous dirai ça en fin d'année si
si c'est resté vraiment dans le top du classement et qui pour moi fait partie finalement des coups de cœur, ou si ça reste à frôler le coup de cœur, mais franchement on n'est vraiment pas loin. Cette lecture dans l'ensemble était belle, était colorée, pleine d'histoires, pleine de racines. Même la librairie en elle-même, elle a une histoire à nous raconter. Pourquoi il y a 7 énormes étagères avec chacun un nom gravé dessus. Comment est-ce que cette librairie a été construite, à quoi elle servait à l'époque, et franchement j'ai trouvé ça très beau. On voit que vraiment là toute l'histoire elle est bien construite parce que tout a une âme. L'histoire en elle-même est bien créée, mais la librairie aussi a cette histoire qui fait qu'on s'attache à la librairie et que Charlotte s'y attache également. Voilà pour ce qui est de cet avis lecture du mois de mars. En tout cas, il y a quand même de très bonnes lectures dans l'ensemble. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que peut-être certaines de ces lectures auront pu vous intéresser. N'hésitez vraiment pas à me le dire, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas, et comme toujours, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!